Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Alexis Poulain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à 14h pour Alexis Poulain dans tous ses états. Et vous pouvez nous joindre au 0826 300 300. On va parler bien sûr de la loi immigration avec Dominique Chagnollaud, notre invité, président du Cercle des constitutionnalistes. On parlera ensuite de la gabegie des vaccins en Europe, 4 milliards d'euros qui partent en fumée. Ce sera Virginie Joron, députée du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, qui sera avec nous. Et puis le face-à-face à 13h, c'est avec Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France, qui nous parlera de son vote hier pour la loi immigration. Les coups de gueule, les coups de cœur aussi, la cocaïne dans les ministères, on meurt dans nos hôpitaux, et puis des cadeaux pour Airbnb, enfin pas vraiment des cadeaux, vous allez voir, plutôt une erreur du gouvernement. À tout de suite, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h. C'est Cécile de Ménibus, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oh, le RN, est-ce que c'est lui qui fait la loi? Cette loi immigration qui a été un vrai psychodrame à l'Assemblée hier soir. On va en parler avec notre invité Dominique Chagnollaud, président du Cercle des constitutionnalistes. Bonjour, bonjour Monsieur Chagnollaud. Première question, c'est quand même quelque chose d'assez étrange d'avoir hier le ministre Darmanin à la tribune de l'Assemblée expliquer que cette loi était peut-être pas vraiment dans les clous, que le Conseil constitutionnel fera le ménage, mais qu'elle est passée et qu'il était content. Soyez des amateurs, soyez fiers, c'est ce qu'on doit retenir de la séquence législative qu'on a vue ces derniers jours. Moi j'avais le sentiment d'un ministre qui avait le dos au mur, acculé par sa majorité, les menaces d'émission, et puis surtout ce qui est le plus ahurissant personnellement, c'est que le Premier ministre ou la Première ministre explique ce matin qu'elle savait ou elle sait qu'un certain nombre de dispositions du projet de loi qu'elle défend sont inconstitutionnelles. Ça me paraît absolument sidérant. Oui. Mais je crois que c'est une première. Bon, ça permettra de rajouter dans les manuels une petite phrase. Mais je trouve ça absolument sidérant qu'un Premier ministre avoue que le texte qu'il défend avoue. Et non, ce fait que c'est absolument incroyable. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu de la précipitation? Parce qu'il fallait absolument passer ce texte avant Noël? Enfin, comment on en arrive à ça? Si vous voulez, il est assez fréquent que... D'abord, depuis Michel Rocard, les gouvernements, en principe, font ce qu'on appelle une veille de constitutionnalité et s'attachent à vérifier qu'il n'y ait pas de gros points inconstitutionnels, de gros points. Mais d'autre part, il arrive aussi souvent qu'ils laissent passer des points constitutionnels, comme ça, en sachant que ce sera censuré, comme ça ils sont tranquilles, alors ils laissent leur majorité s'exciter, etc. Et puis, non. Mais là, c'est quand même une censure qui s'annonce plus importante. Et ce qui est quand même assez sidérant, c'est de faire voter un texte dans le cas d'une négociation entre une commission mixte paritaire dans une commission, mais surtout entre le Premier ministre finalement et le groupe LR et la majorité, en lâchant un certain nombre de dispositions dont on sait qu'elles sont inconstitutionnelles. C'est une situation que je trouve, en tout cas, originale. Alors, sinon ubuesque. Qu'est-ce qui va poser problème dans ce texte, en fait? Quels sont les points Alors, je commencerai par la question toute simple, c'est que et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes liés par la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est pourquoi les Républicains voulaient modifier la Constitution. Alors, toutes les dispositions relatives au regroupement familial risquent je dis bien risque, de poser un problème. Tout ce qui concerne le droit d'asile, tout ce qui concerne le droit au recours, d'une façon très large pour les travailleurs en situation régulière. Alors, il y a un point qu'on entend, tout ce qui est rupture d'égalité entre les étrangers et les Français, qui ne serait pas fondé sur un critère d'intérêt général. Les allocations familiales sont déjà différenciées par rapport aux étrangers, mais il faut que ce soit fondé sur un critère, un motif d'intérêt général suffisant qu'apprécie souverainement le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi je suis un peu réservé quand j'entends dire que c'est la préférence nationale qui a gagné. Non, c'est un système de discrimination. Simplement, est-ce que ces discriminations porte atteinte au principe d'égalité suffisamment? Alors là, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est une forme de préférence nationale, mais pour l'instant, ça me paraît pas un argument dirimant. Mais tout le reste, ce qui est vrai, c'est que le Conseil constitutionnel accorde une protection constitutionnelle aux étrangers pour des raisons conventionnelles, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice aussi, mais aussi pour des raisons propres à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Oui, mais alors ça veut dire que tout ce
qui est de l'ordre de la déclaration politique ce matin et hier soir est du domaine de la fable. C'est-à-dire, je ferai un peu le parallèle, pas complètement. Je pense qu'il y a quand même pas mal de mesures qui sont sauvées. Ça, on peut pas faire de projection, mais je ferai un parallèle plus modeste avec la réforme des retraites. Vous vous souvenez, l'index senior, tout ce qu'on a rajouté pour faire plaisir à la droite, ou par plaisir à la gauche, je sais pas qui d'ailleurs, plutôt à la droite d'ailleurs, et puis finalement on savait que ces mesures seront censurées. Là, c'est cette formule, mais version XXL si vous voulez, c'est-à-dire que on sait très bien que des mesures sont parfaitement inconstitutionnelles, mais en même temps ça laisse le champ à ceux qui prétendent qu'il faut réviser la Constitution. Il faut faire attention à ce jeu, parce que les LR ou le Front National, mais surtout les LR, auront beau dire, écoutez, on vous a proposé en fait des mesures qui étaient inconstitutionnelles, mais on ne le savait pas, mais il faut quand même réviser la Constitution. On a l'impression que oui, la Constitution, on voudrait faire entrer beaucoup de choses dedans ces derniers temps. Est-ce que on vit une fin de cinquième avec tous ces 49.3, la commission mixte parlementaire, une minorité présidentielle sans cohabitation? Est-ce qu'il y a un retour des partis Alors, moi j'entends dire depuis hier, ça c'est un sujet, un thème à la mode, que nous sommes sous la 4e République. Faut être sérieux. En 1958, quand le général de Gaulle a pris le pouvoir, c'était Michel Debré qui était Premier ministre, il n'avait pas de majorité. Il fonctionnait sur des majorités d'idées. Il utilisait l'article 49.3 très peu, je crois 3 fois, et sur la dissuasion nucléaire. Vous voyez, c'était quand même d'autres sujets, le budget bien sûr. Bon. Donc, il n'était pas limité à l'époque, le 49.3. Aujourd'hui, il est limité une fois par session, depuis la réforme Balladur, à laquelle j'étais modestement associé. Non, le problème, il est très simple, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue, et que les moyens du parlementarisme rationalisé sont limités par l'usage de l'article 49.3 une fois par session. Donc, sur le budget, elle peut faire tout. Le Premier ministre l'a utilisé énormément pour faire passer son texte. Mais à un moment donné, le fait de ne pas avoir de majorité absolue crée une difficulté politique majeure, surtout sur un sujet où on avait voulu concilier l'inconciliable, l'irréconciliable. On est passé d'un texte qui était, j'allais dire, centriste, centrant, à un texte qui est beaucoup plus à droite, au fur et à mesure que les heures passent, ce qui est quand même assez particulier. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui se joue aussi dans cette crise politique, c'est peut-être une recomposition politique, le en même temps macroniste qui trouve sa fin. Finalement, on peut pas être et de gauche et de droite. Là, c'est une mesure, un texte qui demande justement un corpus idéologique particulier. Vous savez, on n'en est pas quand même à l'époque des frondeurs. D'ailleurs, j'entends parler de la déchéance de nationalité. On nous dit c'est scandaleux. Enfin, c'est quand même François Hollande qui avait proposé de réviser la Constitution sur ce sujet. Voilà un point justement qui risque aussi de poser des difficultés constitutionnelles. Je crois que le problème, c'est de trouver une majorité politique sur un projet de loi. Or, ce texte avait un certain équilibre qui permettait probablement d'aboutir à un vote majoritaire, mais avec une majorité relative. Là, le fait de l'avoir alourdi à droite a privé le gouvernement d'une partie des voix de sa gauche, si vous voulez. Mais je crois que c'est plus un problème général de cohérence idéologique, c'est-à-dire il ne sait pas très bien où est son centre de gravité, le macronisme. Et après ça, c'est des analyses politiques qui me dépassent. Sans être là, le centre de gravité, c'est quand même la question de constitution, le fait de vouloir passer absolument un texte en essayant de faire plaisir aux uns et aux autres, et finalement en se tirant une balle dans le pied. Enfin, on voit le ministre de l'Intérieur totalement, comme vous le disiez, acculé, une première ministre qui défend finalement un texte qui ne va pas être entier mais censuré, et puis des ministres qui démissionnent quand même. Oui, là c'est quand même un peu embêtant. Alors, pour l'article 49.3, il faut savoir qu'il y a un débat qui n'a pas tranché le Conseil constitutionnel, c'est que on ne sait pas si le gouvernement avait le droit d'utiliser à nouveau l'article 49.3, puisqu'il avait utilisé hors projet de loi de finances récemment. Donc il y a un doute. Donc peut-être c'est dans le cadre de ce doute qu'il n'a pas utilisé l'article 49.3. Mais c'est vrai que le 49.3 c'est pas une politique à soi seule. Donc la conjonction des oppositions fait qu'on a abouti à cette motion de rejet. Et c'était assez inédit parce que la dernière motion de rejet, elle était dans les années 90. Oui, c'était sur le Pacs. Ouais. C'était sur le Pacs. C'est une procédure. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué. C'est une forme de censure sans être une censure. Vous savez, il est arrivé quelques fois sous la Ve République, sous Rocard d'ailleurs, sous gouvernement Rocard et Bérégovoy, surtout d'ailleurs, une fois que les communistes joignent leur voix aux Chiraciens sur l'agriculture pour faire tomber le gouvernement. Donc ce n'est pas, pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Il n'y a pas de majorité, pour l'instant, totalement
de substitution, c'est évident, en tout cas complète, pour faire chuter le gouvernement pour l'instant. Parce que si on reporte le scrutin de la motion à la motion de censure, le vote fait que le gouvernement serait tombé. Là, c'est pas le cas encore. Alors combien de temps va-t-il durer ? Ça peut durer comme ça des années. Oui. On peut avoir des gouvernements un peu, là, pour le coup, style 4e République, dans l'immobilisme. Après, il y aura le débat sur la fin de vie. Alors, on va changer. Après, il y aura le débat sur l'interruption volontaire de grossesse, où là, il y aura un consensus, probablement, assez certain, puisqu'au fond, là, l'interruption volontaire de grossesse ne bénéficie à ce stade aujourd'hui que d'une protection législative. Donc on peut dire, après tout, pourquoi pas, de donner une protection constitutionnelle, même si on s'inquiète des États-Unis, ce qui est absurde. Non, mais bon, il faudrait qu'il y ait 3 renouvellements successifs du Conseil constitutionnel avec quasiment un commando anti-IVG au Conseil constitutionnel qui ferait changer la jurisprudence. Mais bon, ça me paraît invraisemblable, mais on ne sait jamais, et le pire est toujours à prévoir. Bon, alors le pire à prévoir, on a avec nous en ligne Emma, qui en Seine-et-Marne, qui est à l'antenne. Bonjour Emma. Oui, bonjour Alexis. Alors j'avais une question pour votre invité. Je me posais la question en fait de tout ce psychodrame franco-français quant à cette loi et ses rebondissements. Quel intérêt cela présente-t-il réellement dans la mesure où hier l'Union européenne célébrait la journée des migrations et de l'apport des migrants aux sociétés européennes. Et puis il me semble que traîne également au Parlement européen une loi qui vise à imposer totalement la primauté des décisions européennes sur les législations et constitutions locales. Voilà, donc oui, le rôle de la législation européenne par rapport à ce que décident nos députés finalement dans l'Assemblée, est-ce que ça compte et qui a la primauté? Merci Emma. Alors, en fait, ce qu'on appelle les directives, c'est-à-dire qui sont des formes de lois européennes qui doivent être transposées dans l'ordre juridique national de chacun des pays, c'est une obligation qui est constitutionnelle, ce qui a été transcrite par la Constitution lors de la révision du traité de Maastricht. Et ces directives, faut pas imaginer qu'elles tombent du ciel. En fait, elles sont négociées par les États. Ça veut dire que la France négocie et donne son accord à ces directives avant de les transposer. Le Conseil constitutionnel a inventé une jurisprudence il y a quelques années qui était très intelligente, c'est de dire, la France est obligée de transposer dans l'ordre national juridique français ces directives européennes, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à ce qu'on appelle l'identité constitutionnelle de la France, c'est-à-dire des principes fondamentaux comme le principe d'égalité, le principe de laïcité, par exemple, dont on a parlé beaucoup il y a quelque temps à propos des fêtes religieuses. Et donc là, dans ces cas-là, il y a un conflit, un vrai conflit, mais enfin bon, entre la juridiction constitutionnelle française et les instances juridictionnelles européennes, y compris d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs. On pourrait imaginer ça. Alors, est-ce que c'est une menace atomique, si vous voulez, c'est que, voilà. Donc, ces directives, elles sont transmises, elles sont transcrites de droit, la France doit les respecter, elles sont contrôlées par le Conseil constitutionnel, avec cette réserve de l'identité constitutionnelle de la France, qui fonctionne assez bien, puisque c'est la menace de dire, écoutez, ne touchez pas à nos principes, sinon, c'est la guerre. Donc voilà. Alors après, en matière d'immigration, là aussi, ça pose plus largement le problème de savoir si la France souhaite rester dans le cadre des traités européens, voilà, ou pas. Et là, il y a un clivage droite-gauche, ou je ne sais pas, plutôt... souverainiste et autres. Oui, souverainiste et non souverainiste, je dirais, qui est le vrai clivage aujourd'hui, en réalité. Parce que, qu'est-ce que peuvent comprendre les Français à cette histoire de commission mixte paritaire, à ces voitures qui tournent autour de Matignon, qui repartent, etc. Enfin, c'est-à-dire là, pour le coup, on y voit un peu des tractations politiques. On a l'impression que c'est tu me donnes ça et j'ai ça. Et finalement, les gens ne savent plus très bien ce qu'il y a dans ce texte. Et d'ailleurs, ils en le sauront encore moins lorsque le texte sortira du Conseil constitutionnel. Donc, le vrai débat est un débat au sens propre constitutionnel, c'est-à-dire entre ceux qui sont partisans de la révision des traités, ceux qui sont partisans d'inscrire les questions de société, notion très vague d'ailleurs, dans la Constitution, et ceux qui sont contre. Et donc on l'a bien vu d'ailleurs, le vrai débat c'est celui-là. Au-delà des mesures qui peuvent être prises pour contenir ou maîtriser l'immigration dans le texte actuellement en souffrance. Oui, mais il y a toujours cette question européenne avec le pacte des migrations au niveau européen sur l'acceptation des réfugiés, c'est-à-dire des demandeurs d'asile. Oui, ça prouve bien une chose, c'est que nous ne sommes pas maîtres complètement de notre politique d'immigration. Alors on peut s'en réjouir en étant pro-européen, on peut
peut ne pas s'en féliciter. Hein. C'est le problème que M. Darmanin a rencontré avec la décision du Conseil d'État sur cette personne qui avait été expulsée, qu'on doit rapatrier à nos frais. Le Conseil d'État fait son travail, c'est-à-dire il applique le traité et la Convention européenne des droits de l'homme, enfin les normes européennes, qui ont la primauté sur la loi, pas sur la Constitution. Mais dans le cas d'espèce, les juridictions françaises, plus encore d'ailleurs le Conseil constitutionnel, applique cette primauté. Et c'est ça la difficulté ou pas la difficulté. C'est vraiment un débat qui révèle un débat beaucoup plus large en réalité. Hein, oui, sur le vrai débat, c'est celui-là. Qui fait la loi. Hein. C'est exactement sur la souveraineté de la France en matière de législation. Et en termes de politique française, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron peut tenir encore comme ça pendant 3 ans maintenant, parce qu'on est en 2024 jusqu'en 2027 ? Vous savez, je connais pas personnellement, mais il faut se mettre dans la j'allais dire, d'un peau d'un chef d'État. Bon, il est là, il y reste, sauf à engager un référendum, ce qu'il a toujours évité de faire, préférant une forme de démocratie participative avec tous ces différentes manifestations comme la convention sur le climat, etc. Mais d'après ce qu'on voit, on ne voit pas du tout engager sa responsabilité comme le général de Gaulle. Donc, il a tous les moyens constitutionnels pour durer, changer de gouvernement, éventuellement dissoudre, ce qui serait peut-être pas forcément une très bonne idée à la suite des événements présents, et puis gouverner un peu comme on faisait sous la 4e République, c'est-à-dire, ou même d'ailleurs dans les débuts de la 5e, avec des majorités d'idées. On a parlé de l'interruption volontaire de grossesse, qui est un sujet plus grave et constitutionnel. La fin de vie, est-ce qu'on peut discuter, trouver des majorités sur la fin de vie? C'est un sujet absolument épouvantable quand on y réfléchit sur les concessions qu'on va faire à tel ou tel pour satisfaire une majorité, et ainsi de suite. Voilà, on peut durer comme ça pendant ou ne rien faire. Ouais, ou ne rien faire. On va voir ce qui en sera, et peut-être un remaniement ou une dissolution ou rien. En tout cas, merci beaucoup Dominique Chaniello d'avoir été notre invité. Vous êtes président du Cercle des constitutionnalistes, pour nous donner un éclairage un peu sur cette loi immigration qui pose beaucoup de questions. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va parler Europe et vaccins avec la députée identité au Parlement européen, Virginie Joron, qui sera avec nous. Et puis vous aurez la parole au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. On s'en rappelle tous, hein. Et sacré virus. Mais si c'était que le virus le problème. Non. On a aussi les SMS d'Ursula von der Leyen avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, qui reste secret pour tout le monde. Et on apprend par Politico que environ 215 millions de doses de vaccins contre le Covid qui ont été achetées ont été jetées tout simplement à la poubelle. C'est un coût de 4 milliards d'euros que nous avons payé avec nos impôts, avec grand plaisir évidemment. Et dans les pays qui ont jeté le plus de vaccins, on retrouve l'Allemagne, l'Estonie, l'Italie et plein d'autres, mais on n'a pas les chiffres pour la France, qui n'a pas voulu les communiquer. Alors, pour en parler avec nous, un scandale de plus dans l'affaire de la pandémie et de la vaccination, nous avons à l'antenne Virginie Joron. Vous êtes députée européenne, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce nouveau scandale des contrats, en fait, Pfizer, et de cette mise à la poubelle de ces vaccins qui n'étaient plus adaptés aux variants ? Eh bien, c'était prévisible, parce que lors de la commission Covid, lors de l'audition de la Cour des comptes, je rappelle qu'il y a un rapport très important qui a été établi par cette même Cour des comptes en septembre 2022. Et donc, lors de la commission Covid, on a pu avoir cette audition avec ces auditeurs qui nous ont, ou moi j'avais effectivement eu accès à ces chiffres qui étaient importants. On avait à l'époque enfin des chiffres, 4,6 milliards de doses pour 71 milliards de contrats, et dont 2,4 milliards de doses pour Pfizer. Et ça nous paraissait déjà d'entrée des chiffres énormissimes comparés au nombre de citoyens européens. On est à peu près 450 millions d'Européens. Donc, si vous voulez dire, c'était à peu près 10 doses par personne. Donc, moi, la question que j'avais posée à l'époque, c'était en octobre 2022, c'était de savoir sur quelle base la Commission s'était basée pour
passer cette commande. Parce que comme tout le monde, quand on passe une commande, que ce soit pour un repas ou autre, c'est en fonction des invités, c'est en fonction de pertes, etc. Et on a un chiffre moyen pour passer commande. Et là, on avait posé cette question et au final, j'avais bien dit, il y a quand même un problème entre de stock, enfin pas de stock, mais en tout cas de surcommande par rapport au nombre de citoyens. Et est-ce qu'ils avaient eu donc fait des statistiques, des études pour pouvoir procéder à cette commande? Et effectivement, on n'a pas eu de réponse en octobre 2022. Donc finalement, c'est pas étonnant parce que c'est une des questions qui est récurrente. Pourquoi cette surcommande? À qui profite le crime? Est-ce qu'il n'y a pas un détournement de fonds publics? C'était l'objet de ma question en octobre 2022. Qui enquête aujourd'hui en fait sur ces questions? Enfin, ça pose vraiment question. Qui enquête? Est-ce qu'on aura des réponses ou est-ce qu'il y a une immunité totale de la Commission européenne par rapport à ces contrats? Alors déjà, nous, en tant que parlementaires, et moi, sur ce dossier, je fais cette enquête en posant ces questions régulièrement à la Commission. La médiatrice, en parallèle, elle mène aussi l'enquête sur d'autres problèmes de mauvaise administration. Le procureur européen, on essaye de la contacter, elle ne répond pas à nos demandes, mais elle est censée ouvrir une enquête. Elle l'avait communiqué à l'époque parce que notre rôle en tant que parlementaire, c'est de contrôler le budget que la Commission, effectivement, engage. Et ça, c'est notre rôle. Et on espère, effectivement, une issue favorable à toutes nos demandes, parce que, comme on voit bien, c'est incroyable 4 de voir... milliards d'euros, quand même, qui partent en fumée. Tout à fait. Et ce sont des chiffres, comme le journaliste a bien indiqué, qui sont bas. C'est au plus bas. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je rappelle, c'est 4,6 milliards de doses commandées jusqu'en 2027. Aujourd'hui, quand on voit l'agence ECDC qui nous donne des premiers chiffres, ils sont censés un petit peu répertorier les injections qu'il y a dans l'Union européenne. On voit qu'il y a moins d'1 milliard de doses injectées. Donc, où sont passées les autres doses? Donc, ça veut dire que c'est, comme je dis, c'est le premier chapitre d'un scandale immense. En parallèle, on voit bien que Pfizer se fiche de cette situation de gaspillage, puisqu'elle porte plainte contre les États comme la Pologne et la Hongrie, parce que ces deux États membres considèrent qu'ils n'ont plus besoin autant de continuer à commander ces vaccins. Tout à fait. Ce qui est normal, hein. Et donc elle veut rompre ce contrat parce que la Commission n'a pas été capable de négocier en faveur des États membres, puisqu'on l'a bien vu il y a quelques mois, elle était incapable de négocier en faveur des États membres, puisqu'elles ont obtenu une seule victoire, entre guillemets, c'est de ne pas acheter les doses à 20 €, mais à 10 €. Une dose annulée égale 10 €. Donc c'est aussi un scandale. C'est scandaleux. On en est où de la transparence sur les contrats, justement, de la Commission avec Pfizer? Est-ce que vous avez eu accès à ces contrats, finalement? Alors, accès, oui, au contrat, mais toujours avec les clauses grisées. Donc, les clauses qui sont grisées sont les clauses les plus importantes. C'est toujours le problème des prix qui ne sont pas indiqués, qui sont cachés, comme les clauses de responsabilité. On s'est rendu compte que le laboratoire bénéficiait d'une irresponsabilité en cas de problème. Donc ça, en fait, on n'a toujours pas accès à et ce sont des données qui ne sont toujours pas tombées dans le domaine public. C'est pas normal quand on voit... Enfin, je suis désolé, mais on a d'un côté Thierry Breton qui attaque X, la plateforme d'Elon Musk, pour demander la transparence, par manque de transparence. Et on a la commissaire, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est dans l'opacité la plus totale dans ses échanges avec le président du labo pharmaceutique Pfizer, et des contrats qui ne vous sont même pas transmis à vous, les députés européens, qui sont censés vérifier l'utilisation de l'argent public. Enfin, comment c'est possible une situation pareille? Eh bien, aujourd'hui, c'est cette gouvernance de la Commission qui va dans ce sens très autoritariste, qui n'applique pas ses propres règles. La médiatrice européenne vient de le souligner la semaine dernière. Elle est venue ici au Parlement présenter un rapport où elle a fait une enquête, c'est la deuxième fois en 10 ans, qui démontre une mauvaise administration de la Commission. Cette semaine encore, elle vient de communiquer, pareil, par une mauvaise administration de l'Agence européenne du médicament. Donc effectivement, il y a des dysfonctionnements, et c'est ce que j'ai dit aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, on a Monsieur Breton qui fait le shérif concernant la réglementation du numérique, et en parallèle, on a une commission très autoritaire qui est dans l'opacité la plus grave, puisqu'elle engage quand même des deniers publics qui concernent certains États membres qui sont endettés et qui ne peuvent pas subvenir à l'achat de vaccins pour des laboratoires privés. Et puis j'ai envie de dire, moi ce qui me choque, et là je vais poser des questions à la Commission encore une fois, c'est qu'on a en parallèle, on a cette information qui est incroyable du gaspillage. Alors, 4 milliards d'euros, on pourrait construire au moins 10 hôpitaux publics, ça c'est
un des exemples, 4 milliards d'euros jetés par les fenêtres. Et on a en même temps Madame von der Leyen qui était au Rwanda il y a 2 jours pour inaugurer un laboratoire qui s'appelle Pfizer BioNTech, qui est donc partenaire du laboratoire Pfizer. Donc voilà, on a ce décalage incroyable. C'est quand même Madame von der Leyen, il faut savoir qu'elle avait déjà des histoires de conflits d'intérêts lorsqu'elle était au ministère de la Défense en Allemagne, dans le gouvernement d'Angela Merkel, avec notamment des cabinets de conseil comme McKinsey pour des dépenses somptuaires en cabinet de conseil. Elle se retrouve propulsée à la tête de la Commission européenne. Est-ce qu'elle a une immunité totale ou est-ce qu'à un moment elle va devoir rendre compte et publier ces fameux SMS qu'elle a échangés avec le patron de Pfizer? Parce que là ça commence à ressembler fortement à un conflit d'intérêts, excusez-moi du terme. C'est pour ça qu'il y a des recours juridiques en ce moment avec le Times, avec François. On a aussi ce lobbyiste qui sont toujours en cours et on attend une issue avant les élections européennes. Et puis après au niveau politique, c'est ce que nous faisons à notre niveau, c'est-à-dire en posant ces questions, en faisant jouer certaines institutions comme la médiatrice européenne, en demandant au procureur européen d'ouvrir une enquête. Mais il le fait pas, c'est ça qui est terrible quand même. Pourquoi le procureur européen refuse d'ouvrir l'enquête ? Alors, elle dit qu'elle a ouvert une enquête. Moi, je suis partie prenante en ayant alerté de cette suspicion de détournement de fonds publics et de problèmes de conflit d'intérêts. À ce stade, il n'y a pas encore de réponse officielle de la part du procureur. En plus, on voit bien qu'au fur et à mesure de l'avancée de ce dossier, qu'il y a des problèmes, donc certes de gaspillage avec un engagement des États à toujours poursuivre des commandes. On voit qu'en Roumanie, enfin, des procureurs se sont saisis de ce dossier en demandant la levée de l'immunité de l'ancien Premier ministre et de 2 anciens ministres de la Santé parce qu'ils considèrent qu'il y a des achats excessifs de vaccins. Donc, je pense que ce dossier qui est très compliqué, surtout qui est pour moi plus grave que le Qatargate et qu'il faut pas, négliger dans un certain sens, mais surtout cette mandature de von der Leyen avec ce Pfizergate qui est un énorme dossier qui engage les États membres jusqu'en 2027, des fonds incroyables. Et je vous dis, moi, ce qui me choque encore là aujourd'hui, c'est que il y a du gaspillage avec des sommes faramineuses, qu'il y a plusieurs procès qui sont maintenant en cours de Pfizer contre des États membres, que la Commission s'en lave les mains. Et en parallèle, il y a 2 jours, Madame von der Leyen qui va en Afrique inaugurer une société privée qui s'appelle BioNTech, qui, je rappelle, est le partenaire officiel de Pfizer. Ouais, et puis il faut se rappeler aussi qu'elle avait remis le prix de l'entrepreneur de l'année à l'Atlantic Council, à Albert Bourla, président de Pfizer. Madame von der Leyen, il y a quand même des incohérences qui posent question. Et le fait que l'an prochain, avec les élections européennes, elle va quitter son poste, sans doute. Mais est-ce qu'à ce moment-là... C'est ce que nous espérons. Oui, mais... Il faut qu'elle rende des comptes, bien sûr. Est-ce qu'elle va rendre des comptes ? Est-ce qu'elle va rendre des comptes ? Alors, d'un côté, au niveau juridique, on espère que la justice œuvrera dans ce sens-là. Après, au niveau politique, on va faire en sorte que le bilan de cette commission soit aussi auprès des autres députés, des autres partis politiques, et quand même une position sur ce dossier qui est révélateur de la mauvaise administration et de cette commission. Le bilan de la commission est quand même dramatique. Donc on espère que politiquement, les électeurs se saisissent de cette opportunité politique aussi en faisant entendre leur voix à ce moment-là. Donc on a des recours juridiques et en parallèle, la politique, la sanction, ça sera les élections. Oui. Et effectivement, nous d'ici là, on va continuer à poser les questions pour donner des billes aussi aux avocats, pour faire monter des dossiers, parce que c'est le scandale, pour moi, le plus emblématique de cette mandature, et surtout ce qui pose problème, c'est que la commission qui s'est emparée de cette compétence en santé, elle espère, durant la prochaine mandature, l'inscrire dans le béton. Non. C'est-à-dire que là, c'était terrible, provisoire. Oui. C'était pendant la crise, et elle estime que pour l'avenir, d'ailleurs elle le dit, ça sera l'Europe de la santé. Oui. Donc ça sera pire. Non, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que ce déficit démocratique européen, on le voit, vous, en tant que députée européenne, vous avez des pouvoirs très limités, à part d'alerter, de lancer des procédures, mais on voit bien que les procédures sont bloquées ou ralenties d'une certaine façon. Et c'est vrai que si on dresse le bilan d'Ursula von der Leyen à la tête de ces commissions, ça a été d'avoir monté une tombola pour l'Ukraine, là c'est des milliards pour soutenir l'Ukraine, et puis d'avoir donné de l'argent public à des laboratoires avec des contrats qui ne sont pas dans l'intérêt des populations et des États membres. Donc c'est
proprement dingue de voir qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quand même une issue heureuse, ou le fait que plusieurs procédures vont se mettre en œuvre et qu'on aura finalement accès à ces informations, ou est-ce qu'elles seront secrètes et on n'aura jamais accès à ces SMS ni à l'intégrité des contrats ? Ce qui me laisse très optimiste, c'est de voir que d'autres institutions très importante de cette Union européenne, comme je le rappelle, la médiatrice européenne, qui sort quand même 2 dossiers d'affilée, qui quand même dénonce la mauvaise administration de la Commission, c'est quand même pas neutre. Et aussi la Cour des comptes, qui dans ce rapport a quand même plusieurs fois dénoncé la mauvaise gestion, l'incompétence de la Commission. Marque quand même qu'il y a une ouverture des consciences de plusieurs d'autres autorités que la Commission, qui démontrent la mauvaise gestion et de la Commission et notamment de la direction de Madame van der Leyen. Donc c'est plutôt optimiste, parce que en plus ça rentre là, le dernier rapport de la médiatrice rentre dans le cadre de préélectoral pour juin 2024. Donc ce qui veut dire que et puis c'est public, et puis elle a alerté la presse. Il faut dire qu'elle a fait une conférence ici à Bruxelles pour alerter la presse mainstream, qui, comme vous le savez bien, je vous remercie de m'interroger à ce sujet, parce que vous êtes les seuls, parce qu'on se rend bien compte qu'un article de Politico, elle a été juste repris par Le Figaro, et point barre. Alors que ça devrait faire l'objet de la une des journaux télévisés, parce que tous les jours, on nous ressasse qu'il faut faire du tri, là, à partir du 1er janvier, on nous ressasse qu'il faut moins polluer, on nous ressasse qu'il faut faire attention à pas surconsommer. Et en parallèle, on jette des doses jusqu'à minimum 4 milliards d'euros. Oui, minimum. Et la France qui n'a pas donné les chiffres des vaccins jetés à la poubelle en France. C'est révélateur quand même, ça. C'est très révélateur. Ouais. Et puis moi, j'ai envie de dire, c'est quand même curieux aussi que M. Rousseau, à la première occasion, donne sa démission. Ouais. Alors ça, on va en parler. C'est quand même curieux, parce que, comme je vous l'ai dit, en Roumanie, et on le voit bien dans ces dossiers, il y a une responsabilité normalement du ministre de la Santé. Là, en Roumanie, l'ouverture d'enquête, et c'est vrai que c'est eux qui vont devoir répondre du pourquoi, du comment de ces achats excessifs. Donc voilà, moi je suis optimiste, parce qu'il y a quand même, même si nous sommes peu nombreux ici au sein du Parlement, mais nous sommes déterminés depuis le début à avoir accès à toutes ces informations. De toute façon, vous voyez bien que beaucoup de citoyens sont intéressés par le sujet. Donc, et on voit, je veux dire, il y a un autre révélateur. C'est la campagne de vaccination. J'ai les chiffres sous les yeux au niveau européen. Pour la 5e dose, c'est moins de 3%. Ouais, 5e dose. La 4e dose, c'est 15%. Donc on voit bien qu'il y a quand même une prise de confiance des citoyens, notamment sur la stratégie vaccinale, et en parallèle, certains sur la mauvaise gestion de la Commission par Madame Ursula von der Leyen. Je crois que vous faites des statistiques demain sur savoir qui connaît la présidente de la Commission. Je pense que vous serez agréablement surpris que finalement tout le monde connaît Madame von der Leyen et ce fameux SMS Gate ou le Pfizer Gate. On la connaît pour ça. Merci beaucoup Virginie Joron, merci à vous, députée du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Virginie Joron. Et avant de passer à la suite, Alexis, vous en parliez, c'est confirmé. Olivier Véran vient de confirmer la démission d'Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Voilà. C'est Agnès Firmin-Lebaudot qui assurera l'intérim. Il a confirmé ça lors d'une conférence de presse. Vous commencez à en avoir l'habitude sur Sud Radio. Le grand sapin de Noël continue. C'est le moment pour vous de tenter de remporter de nombreux cadeaux qu'on a à vous offrir avec nos partenaires. Aujourd'hui, de célèbres couteaux de table de l'atelier français Perceval, des objets connectés, des objets de la marque Lexon, les enceintes connectées. Et puis, vous connaissez le numéro 0826 300 300 pour tenter de remporter le gros lot. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
La perle du jour, c'est quand même assez incroyable. Vous savez, Emmanuel Macron avait demandé à ses troupes d'être amateurs et fiers. On peut dire que là, ça va peut-être un peu trop loin. Au-delà de la loi immigration, on va en parler encore dans un instant ici sur Sud Radio. Mais là, c'est un cadeau qui est fait par erreur au géant Airbnb. Enfin, pas vraiment. Une loi de gauche qui ne devait pas passer. Un article du projet de loi de finances de 2024 qui réduit l'abattement fiscal des locations meublées Airbnb et qui n'a pas été supprimé, et le gouvernement parle d'erreur technique. Alors, cet article va évidemment disparaître, mais en attendant, la surprise a été totale puisque les locations de meublés, aujourd'hui l'abattement fiscal est de 71%, et là ça passerait à 30% et 50% dans les zones rurales. Alors ça a surpris tout le monde. C'est quand même incroyable de voir qu'on en arrive à des couacs pareils. Au niveau de la constitutionnalité, on en parlait avec notre invité tout à l'heure, c'est pareil. Ça passe ou pas au Conseil constitutionnel. Pour ce qui est maintenant du projet de loi de finances, même là, il y a des articles qui ont été oubliés et pourtant, cette loi sur Airbnb mérite débat parce que il y a des vraies questions. On a vu à Marseille des habitants de quartiers qui en ont marre de ne pas pouvoir se loger parce que certains quartiers deviennent simplement des quartiers Airbnb et l'abattement fiscal va continuer. C'était juste pour dire qu'on est en pleine gorafisation de la politique avec ces amateurs fiers qui continuent leur travail décidément risible. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Là, c'est plutôt les huées du jour. Et on a appris la démission effective du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Mais pensez-vous qu'il aurait démissionné pour l'état catastrophique des hôpitaux? Non, il démissionne parce qu'il y a la loi immigration et qu'il ne veut pas se voir associé à cette loi qui serait une victoire idéologique pour le Rassemblement national. La réalité, c'est que la direction statistique des ministères sociaux vient de sortir son bilan et c'est encore 6700 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés en 2022. Une baisse qui n'arrête pas depuis 20 ans. Une baisse qui tue. Une baisse criminelle en réalité puisque on a appris que Lucas, 25 ans, a agonisé pendant des heures sur un brancard dans un couloir des urgences à Hyères dans le Var. C'était dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Sa mère n'a pas pu rentrer dans les urgences alors qu'il lui envoyait des SMS d'aide, d'appel à l'aide. On écoute le témoignage de sa mère sur les ondes de France Bleu. On n'a jamais pu rentrer, on l'a pas vu vivant. Ils nous ont jamais laissé le voir, on n'a pas pu l'accompagner. Qu'est-ce qu'il vous dit dans ces messages? Mais qu'il souffre énormément, qu'il se plaint tout le monde, qu'il n'arrive pas à respirer, mais que personne s'occupe de lui, qu'il sait plus quoi faire. C'est dramatique. Les messages sont de plus en plus dramatiques et il se passe rien en fait. Il se passe rien, c'est ça. C'est des heures, entre 16h et 2h du matin. Lucas est passé par toutes les douleurs, les souffrances, le coma, pour finir par mourir par un choc septique avec des dysfonctionnements dans tous les sens. La famille interdite d'accès aux urgences, évidemment. Des médecins qui finalement se posent des questions parce qu'il a des dreadlocks, alors ils lui demandent s'il n'a pas fumé un peu de drogue. Et puis derrière, rien, une prise de sang et c'est tout. Et voilà que pendant des heures, Lucas appelle à l'aide et meurt dans l'indifférence générale. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital public mérite toute notre attention et la démission du ministre Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, aurait dû être sur cette base-là, le fait de dire qu'on est en train de saccager notre santé plutôt que sur une loi immigration qui n'a rien à voir avec le périmètre de son ministère. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Des ministères, mais attendez, il y a des ministères où ça se passe très bien, il y a des ministères où on sniffe sur le bureau. Et oui, on apprend que c'est au ministère du Travail, le ministère d'Olivier Dussopt, qu'un secrétaire général du ministère était en train de simplement prendre de la cocaïne sur son bureau. Et une de ses collègues a voulu le dénoncer à la police, mais sa hiérarchie a dit de ne surtout pas faire de vagues. Et il a été gentiment exfiltré vers, et là vous allez tomber de vos chaises, simplement la direction de la police nationale. Voilà. Il a été recasé d'un ministère à la police nationale alors qu'il est cocaïnomane. Ça s'appelle la République inaltérable, la République exemplaire, la République sous coke peut-être. En tout cas, après l'affaire Joël Guerriau au Sénat, après l'affaire du député macroniste qui consommait également de la cocaïne, l'Institut Montaigne et son patron Laurent Bigorne, lui aussi grand consommateur de cocaïne, peut-être faudrait-il que la police s'intéresse à la consommation de cocaïne, pas seulement dans les quartiers, mais
dans les beaux quartiers, à Saint-Germain, autour des ministères, autour des lieux de pouvoir, parce que franchement, tenir comme ça va pas être possible, et peut-être qu'il faudra un dépistage, tout comme les coureurs cyclistes, pour nos chers politiciens qui font la loi, parce que ils font la loi, certes, mais si on écoute Gérald Darmanin, le problème, c'est le consommateur. Et si le consommateur est aussi le législateur, alors là, on a un vrai, grave et gros problème. Alexis, j'ai une bonne nouvelle. Puisque nous avons la gagnante du jeu. Une bonne nouvelle alors. Alors c'est Yolande qui nous appelle depuis 7. Bonjour Yolande. Bonjour Yolande. Oui, bonjour à vous. Bonjour, ça va Yolande, vous préparez les fêtes? Oui, bon, je vais passer toute seule, donc. D'accord. Mais je les prépare quand même, pour moi toute seule. Bon, et bien en tout cas, Et apparemment, là, vous voyez, c'est quand même un cadeau de Noël. Bon, ben on est ravis de vous offrir une séance photo avec la Shooting Box. Vous n'avez plus qu'à choisir un photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés, et vous pouvez vous faire photographier à domicile, en studio ou en extérieur pour immortaliser votre moment. Félicitations le Yolande. Et puis le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre et sur sudradio.fr. Merci à vous. Et je vous remercie beaucoup. J'écoute Sud Radio toute la journée. Ah, vous avez bien raison. Et surtout entre midi et 14h, Yolande. Surtout entre midi et 14h. Eh oui. Merci Yolande. Bonne fête. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio. Bonjour à tous, c'est Alexandre Delovan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face Alexis Poulain. Aujourd'hui, vous recevez Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur, bonjour Alexis Poulain. Bonjour, alors d'abord, avant de parler de ce projet de loi immigration, on apprend, et c'est confirmé, que le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a posé sa démission et démissionne effectivement. Suite à ce texte de loi, qu'est-ce que ça vous inspire, cette démission de ministre ? Pour la santé en France, c'est peut-être une bonne nouvelle, encore qu'il peut y avoir pire, puisque c'était l'homme qui continuait la politique des fermetures de lits, de l'absurdité sur le vaccin Covid, enfin absurdité même criminelle. Bref, mais je pense que ce doit être un prétexte. En tout cas, ça fait partie de l'hystérie qui s'est emparée d'une certaine gauche sur ce texte de loi qui ne mérite pas tant. Ce texte de loi, d'ailleurs, vous, hier, vous avez choisi l'abstention sur ce texte, sur le projet de loi immigration. Pourquoi vous abstenez-vous ? Parce que ce texte, en fait, il y a une gigantesque escroquerie médiatico-politique sur ce texte, qui, en fait, permet à toute la classe politique de s'en tirer assez bien. La gauche surjoue l'indignation alors qu'il n'y a absolument rien de choquant dans ce texte. Donc, ils ont l'impression là de se retrouver une virginité politique. La Macronie fait croire qu'elle va lutter contre l'immigration, alors qu'au même moment, Emmanuel Macron signe le pacte migration-asile au niveau européen, qui fait que l'Europe va être ouverte à tous les vents migratoires. Et puis, les Républicains, qui ont quand même gouverné pendant 20 ans, et qui étaient responsables du chaos migratoire et qui se retrouvent là aussi en parfait sauveur de la France. Le Rassemblement National qui est ravi qu'il y ait quelques mesures qui soient passées, qu'il avait prônées, mais la réalité, moi j'ai voté contre ce texte, je me suis abstenu, parce que j'estime qu'il va pas assez loin et qu'il ne traite pas la cause profonde. Et la cause profonde, quelle est-elle ? C'est que vous pouvez voter toutes les lois de la Terre, les jurisprudences des juges européens et le droit européen, signé par les mêmes gouvernements qui font leur grand cinéma là, interdit à la France de gérer ses frontières, d'expulser qui elle veut, d'avoir une vraie politique cohérente de contrôle des migrations. Par ailleurs, on n'aborde jamais la question centrale du développement de l'Afrique. Bref, on fait croire à travers cette loi qu'on va régler le problème migratoire. En fait, rien ne va être réglé. Il y a quelques mesurettes positives, mais qui sont dérisoires par rapport à l'enjeu qui est devant nous. Voilà, donc moi je me suis abstenu parce que je n'allais pas voter contre. Il y a quelques mesurettes qui sont positives, mais ça ne va pas traiter l'ensemble. Et je voudrais vous donner un exemple, parce qu'il est tellement flagrant, très précis, parce que le diable se niche dans les détails. Il y a une directive européenne retour de 2008, qui, quand vous devez expulser quelqu'un, lui laisse un délai de 7 jours pour se retourner. D'accord ? Mais en même temps, cette directive de retour interdit de l'incarcérer.
D'accord ? Donc, si vous avez par exemple un dangereux criminel qui doit être expulsé, qu'il faudrait mettre en prison, qui peut être un terroriste ou quelqu'un, vous n'avez pas le droit de le faire. Bah, si c'est un dangereux criminel, il serait déjà en garde à vue. Non, parce que déjà, oui. Non, enfin, disons qu'il menace. Oui. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, il part dans la nature. Alors, les Républicains disent, on a une grande victoire, on rétablit le délit de clandestinité qui avait été enlevé par François Hollande. Oui. Et on met une amende. Mais l'amende ne va rien changer du tout, puisque les pauvres, ils vont pas payer. Et ils vont pas être en prison. Et donc, on pourra pas les expulser. Ouais. Donc, la réalité, c'est très intéressant ce qui s'est passé. C'est qu'il y a des durcissements de mesures, que les hurlements hypocrites de la gauche font croire aux Français que c'est un durcissement, mais dans la réalité, on continuera à avoir des clandestins qui rentrent en France, qui ne sont jamais expulsés. Et on atteint un chiffre d'immigration colossal dans notre pays. On est à 500 000 légaux. On a une multiplication par 3 des demandeurs d'asile, 150 000. Ça veut dire la ville de Paris en 5 ans, 2 500 000, la ville de Toulouse chaque année. C'est ingérable. C'est criminel parce que ça ne permet pas d'assimiler ceux qui sont sur notre sol. C'est de la fausse générosité et ça ne résout rien. Oui, mais quand et donc cette loi ne va rien résoudre. Mais cette loi, alors... Il faut reprendre en main. Il faut contrôler nos frontières. Mais rétablir les contrôles aux frontières. Dans le cadre des traités européens. Mais bien évidemment. C'est pour ça que j'ai voté le texte qui avait été proposé là par les LR, un sursaut de lucidité, alors que ce sont eux qui ont voté tous les traités qui nous ont dépossédés, qui rétablissait la primauté du droit français. Mmh. Il faut rétablir la primauté du droit français parce que toute cette agitation, c'est extravagant ce qui s'est passé. Pour une loi qui ne sera pas appliquée parce qu'elle sera désavouée par des juges européens qui ne sont pas élus, en vertu d'accords internationaux qui ont bien été signés par la France, par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, par Emmanuel Macron. Donc, d'un côté à Paris, ils s'agitent pour faire croire aux Français qu'ils vont régler le problème, et de l'autre à Bruxelles, ils donnent les pleins pouvoirs à Madame von der Leyen. Mais en plus, cette loi, on en parlait avec un spécialiste de la Constitution en première partie de l'émission, elle va être retoquée en partie, et pour beaucoup, par le Conseil constitutionnel, pour finalement finir avec quasiment rien de ce qui est dans cette loi. La préférence nationale, ça n'existe pas. Il y a des choses qui sont en termes de rupture d'égalité. Et même alors, Darmanin comme Borne disait que cette loi, oui, mais honnêtement, elle n'est pas tout à fait la priorité nationale, c'est le principe même de la citoyenneté. Donc moi, je voudrais revenir quand même, quand j'entends la gauche hurler, la priorité nationale, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Être citoyen français impose des devoirs supplémentaires et des droits supplémentaires. Si on a tous les pays du monde, il n'y a pas un pays du monde qui ne distingue pas, pour les aides sociales, les citoyens des étrangers. Pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire ? Mais on le fait pas déjà, en réalité. Mais on le fait sur le RSA, par exemple. Quand même. Mais on le fait pas assez. Tout le monde sait que la France est le pays le plus généreux du monde, et tout le monde sait que l'Allemagne draine un flux d'immigrés considérable de travail, mais ne donne pas les aides sociales comme en France. Mmh. Donc, moi, je veux une politique cohérente. Je pense, j'ai jamais fait du bouc émissaire de l'étranger. Jamais. C'est pas ma nature, je suis un gaulliste assimilationniste. En revanche, je constate, je suis élu de banlieue depuis 30 ans, je constate, j'ai 46 nationalités dans ma circonscription, je constate d'ailleurs que les premiers qui veulent qu'on bloque l'immigration, ce sont les étrangers, qui aujourd'hui vivent l'enfer, pour une raison très simple, c'est que la France ne maîtrise plus les délinquants étrangers, que les employeurs se servent de la main-d'œuvre clandestine pour transformer les salariés en esclaves, qu'il y a toute une zone grise de la délinquance qui est alimentée par les mineurs étrangers délinquants clandestins. Bref, qu'on est dans la jungle. Il faut remettre de l'ordre, calmement, sereinement, mais il faut pouvoir être efficace. Or, vous ne serez efficace qu'en vous libérant des traités, qu'en rétablissant les contrôles, comme dans la plupart des pays du monde, qu'en distinguant citoyen qui a des aides sociales, étranger qui n'a pas d'aide sociale, qu'en ayant des accords de développement avec les pays d'origine, car il faut développer ces pays d'origine. Bref, faut reprendre en main les choses et pas faire semblant. Et ce qui est terrible dans ce qui se passe, et c'est là où c'est très malhonnête de la part des macronistes et très malhonnête de la part de la gauche, qui trompe les gens en faisant croire qu'il y a des injustices, que c'est les principes de la République qui sont entamés, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Sur la Constitution, c'est vrai, on va voir qu'il y a certains... Mais la Constitution interprétée par le Conseil constitutionnel, oui, voilà. Pas la Constitution telle qu'elle est. Ouais. On a encore le droit de distinguer un étranger d'un Français. Et tous les pays le font. Faut arrêter cette crispation nerveuse. La vraie misère, c'est de continuer à faire croire à des millions de personnes qui peuvent traverser la Méditerranée, payer aux passeurs 10 000 €, se noyer en Méditerranée. C'est ça la vraie misère. Donc, ensuite, j'en ai assez de cette hypocrisie. D'organiser une misère aussi sur place avec des gens qui sont déjà en situation de précarité et leur enlever des aides. Je lisais que la moitié des livreurs de Deliveroo et autres seraient des clandestins pour que les bobos aient leurs petits plats à minuit chez eux. Ça va. Il y a un moment, il faut dire la vérité aux Français. Il faut arrêter. Si on veut préserver les salaires des salariés français et étrangers en situation régulière, il faut arrêter. Mais on n'en prend pas du tout le chemin. On alimente une victimisation, des polémiques, des haines, qui sont très malsains. Tout ça est très malsain. On va en continuer d'en parler avec vous, Nicolas Dupont-Aignan, et aussi, bien sûr, de l'état du paysage politique en France. Après cette courte pause, vous aurez la parole aussi au 0826 300 300. On vous attend au standard 0826 300 300. C'est Gilles Grossman, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Alexis Poulain. Et rebonjour, si vous êtes avec nous, vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h avec notre invité du jour, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, et vous êtes député de l'Essonne également, pour réagir à cette loi immigration qui a fait réagir tous les responsables politiques. Pour Marine Le Pen, que vous connaissez, cette loi est une incontestable victoire idéologique du Rassemblement national. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? En partie, oui, sur certains points. Par exemple, la priorité nationale sur les aides sociales, qu'elle a toujours réclamée, que moi j'avais réclamé aussi. C'est une première victoire, parce que il nous disait en 2017 et 2022 qu'on était les diables. Alors qu'on ne réclamait que ce qui est appliqué dans la plupart des pays. Non, donc c'est une victoire, mais elle ajoute quand même que ce sont des tout petits pas qui l'ont conduit à voter. Moi, je me suis abstenu parce que j'estime que je veux pas être solidaire de la régularisation. Parce que n'oubliez pas que Darmanin, une fois le vote obtenu, a quand même dit on va pouvoir doubler les régularisations pour soi-disant les travailleurs. Mais le projet, qui est très intéressant et que je conteste totalement, qui est un projet européen, c'est un projet qui consiste du patronat, pour être clair, qui consiste à dire on manque de main-d'œuvre. Or, moi, je n'accepterai toujours pas ce discours pour une raison très simple. Dans un pays qui a tant de chômeurs, tant de personnes non formées, dire on a besoin de main-d'œuvre, c'est en fait accepter qu'on ait des millions de Français qui soient sur le bas-côté, qui soient dans l'assistanat ou dans la misère. Et je n'accepte pas, parce que je pense que le grand défi collectif social qu'on devrait avoir, c'est pas de donner du poisson, c'est d'apprendre à pêcher. C'est-à-dire, vous avez des millions de Français qui ont un retard sur la révolution numérique, qui ont un retard de formation, qui ont besoin d'être aidés, qui ont été jetés par les délocalisations, et qu'on met au rebut, et on importe une main-d'œuvre. C'est absurde. Valorisons les compétences. Le MEDEF a c'est fait tellement plus simple. Mais je vais vous dire, c'est tellement plus simple pour une entreprise de payer 20% de moins quelqu'un de docile qui va rien réclamer et de faire porter par la société les coûts sociaux de ceux qui sont à domicile frustrés et des étrangers qui vont devoir s'intégrer et qui vont coûter cher aussi. Donc en fait, à court terme, l'entreprise gagne. Et je ne mésestime pas les difficultés de recrutement. Je sais qu'il y a des patrons de PME qui doivent m'écouter, qui doivent dire mais ils comprennent rien, on n'arrive pas à recruter. Ils ont raison. Mais ça veut dire qu'il faut quoi ? Il faut augmenter les salaires par la baisse des prélèvements sociaux. Ce que j'avais proposé à la présidentielle, ça coûtait rien aux patrons. Mais quand vous pensez qu'entre le brut et le net, il y a 25% aujourd'hui. On était à 8% dans les années 70. À l'étranger, pourquoi il y a une différence entre la France et l'étranger ? J'ai regardé. À l'étranger, le salaire brut correspond quasiment au salaire net. En France, l'État prend 25%. Donc le patron
l'artisan, le boulanger qui a un salarié, il le paye au brut, pour lui c'est beaucoup, mais le salarié il touche 25% de moins, avant impôt. Après vous avez le prélèvement de l'impôt. Donc mettez-vous à la place. Il y a les aides sociales. Et, bon, après, voilà, et donc on est rentré dans un système fou où le travail n'est pas récompensé. Et donc les patrons ne trouvent pas de salariés. Et donc obligatoirement il y a cette idée, on va importer de la main-d'œuvre bon marché. C'est une folie. C'est une folie pour le pays. Et ça, c'est un raisonnement que vous trouvez en Allemagne, en Italie et partout. Alors pourquoi vous le trouvez dans d'autres pays ? Regardez la démographie, parce qu'il faut quand même parler de la natalité. C'est bien un des grands problèmes en Allemagne, en Italie, mais aussi en France maintenant. Moins de la France. Ça va arriver. Ça va arriver, à cause de Hollande et Macron qui ont cassé les aides familiales. Un chiffre impressionnant dont personne ne parle. Taux de fécondité en Espagne et Italie, 1,3 ou 1,2. En Allemagne, 1,5. En France, 1,8. Un taux de fécondité à 1,2, ça veut dire qu'en 2 générations, il y a 2 fois moins de naissances. C'est l'effondrement total. Alors là, oui, si on continue en Europe avec une natalité aussi faible, l'Europe va s'effondrer. Et ça, c'est le projet de von der Leyen, c'est le projet des eurocrates. Ils en ont rien à foutre. Faites pas d'enfants, on va importer des étrangers. Mais ça va aboutir au Liban, à la guerre civile. Parce que vous pouvez pas mêler. Vous pensez vraiment je le pense qu'à vraiment. un moment, on arrivera à une situation Mais oui, à la parce libanaise. que vous ne pouvez pas mêler. Vous pouvez mêler quand vous êtes capable d'intégrer. Je ne suis pas contre l'étranger, j'ai jamais été, je suis assimilationniste, gaulliste. Mais n'oubliez pas ce qu'écrivait le général de Gaulle. Vous pouvez intégrer si vous savez à quoi intégrer. Mais si vous n'avez plus la capacité d'intégrer, parce que vous ne savez plus qui vous êtes, qu'est-ce que vous défendez ? D'ailleurs, moi, la plupart des étrangers, j'ai beaucoup d'étrangers, d'anciens étrangers, de Français nouveaux dans ma circonscription. Ils me disent quoi ? Algériens, tout. On n'est pas venu en France pour retrouver l'Algérie. On n'est pas venu en France pour retrouver la charia de l'Arabie Saoudite. On est venu en France parce qu'on aimait la France, ses valeurs. C'est le cas. On est quand même un pays avec la laïcité qui permet. Mais vous plaisantez, mais ça c'est dans les beaux quartiers. Mais c'est en train d'être terminé. Donc les étrangers qui sont venus en France, ils sont venus en France pour la France telle qu'elle l'est, avec le sapin de Noël, avec sa culture, avec sa civilisation. Et si on détruit ça, on arrivera dans un no man's land. On sera tous des nomades, sans identité, et vous aurez la guerre civile. Mais ça, c'est le projet européen, finalement. C'est le projet de marchandisation de l'homme. De marchandisation, on va dire. Donc, il faut d'urgence rétablir la fermeture des frontières, pour faire un. Mais ça, on peut pas pause. le faire tant qu'on est dans les traités européens. Mais bien évidemment. Mais c'est pour ça que non, mais parce que ce débat. Mais je le dis sans arrêt. On parle de ce débat sur l'immigration. Mais tous les débats qu'on a ici au Parlement, finalement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils sont là pour occuper les élus. Mais la réalité, le vrai débat, c'est est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on fait le Frexit en Europe? C'est pas obligatoirement le Frexit pour moi. C'est des renégociations traité par traité. Comment on ferait? Très simplement. Moi, j'arrive au pouvoir, je l'ai écrit 100 fois. Je dis, je n'applique plus Schengen. Je rétablis les frontières nationales. Je donne plus 10 milliards par an à l'Union européenne. J'en donne que 1, comme du temps de Chirac et de Jospin. Et je fais la crise. Qu'est-ce qu'a fait Margaret Thatcher? I want my money back. Quand elle l'a obtenu. Finalement au Brexit. D'accord, mais elle l'a obtenu à l'époque. Oui, mais les Anglais ont toujours été et dedans et dehors. Oui, mais nous, la les Français, France, on a l'impression qu'on est naïf. Les faire-valoir de l'économie allemande, qu'on se fait avoir systématiquement. Moi, je ne suis pas sur la ligne Frexit. Pourquoi? Parce que la ligne Frexit, d'abord, les Français n'en veulent pas aujourd'hui. Et que ça sert à rien de dire Frexit si on ne l'obtient pas. En revanche, je suis pour la ligne. On reprend le contrôle de notre destin. Ça veut dire, ça veut dire que traité par traité, on détricote. On détricote et la France est au cœur de l'Europe. Et on le fait pas seul, on le fait avec ceux qui veulent le faire avec nous. Et ça change tout. Parce qu'en fait, le jour où la France existe à nouveau, c'est-à-dire où on a un président français qui va à Strasbourg, à Bruxelles, et qui dit, à compter du 1er janvier, comme avait fait De Gaulle, à compter du 1er janvier, je participe plus à vos instances, je rétablis nos frontières, je ne vous donne plus d'argent, je rétablis la primauté du droit français. Mais vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils coupent l'argent européen. Mais l'argent européen, c'est nous qui le donnons. Mais en Hongrie, il y a une grande différence, Alexis Poulain. C'est que nous, on donne beaucoup plus qu'on reçoit. Ça, c'est vrai. Le jour où on donne plus un sou, l'Union européenne s'effondre. La Commission, elle est finie. Tout s'effondre d'un château de cartes. Et excusez-moi un instant, Alexis Poulain, et c'est là ma différence avec ceux qui disent Frexit toute la journée. C'est pas nous qui partons. C'est eux qui partent.
C'est-à-dire que à ce moment-là, vous avez Mélanie qui dira bravo, je suis avec vous parce qu'elle se sentira moins seule. Vous avez Orban qui dira oui. Vous en aurez plein qui suivront. Le système, la prise de pouvoir technocratique, illégale, de Madame von der Leyen s'effondrera comme un château de cartes. Et il y aura une renégociation et on refera l'Europe du général de Gaulle, qui est une Europe de coopération. Alors ça sera un nouveau traité, mais on ne sera pas parti. On aura mis la dynamite au cœur du système. Vous comprenez ? Bien sûr, mais c'est pas la même chose. Pour faire ça, et pour ça, il faut avoir le pouvoir. Et il faut que les Français comprennent qu'il faut élire des gens qui ne s'écraseront pas à Bruxelles. C'est tout. On en est très loin. Très loin. Mais ça va venir. L'an prochain, vous le savez, il y a les élections européennes. Est-ce que vous allez vous lancer avec Debout la France aura une liste, avec d'autres, je l'espère. On est en négociation. Le plus large possible, parce que je veux pas qu'il y ait des chapelles. Je voudrais que tous les souverainistes, ou du moins tous ceux qui aiment la France, sur une ligne simple, on reprend le contrôle de cette machine folle. La France revient à la table et dit « je ne joue plus ». Mais je ne pars pas. Je vais vous prendre une image qui est déplaisante, mais qui est très parlante. La femme victime de violence ne doit pas abandonner la maison. C'est le mari violent qui doit partir. Eh bien, Madame von der Leyen doit partir. La Commission doit être fermée. Ces eurocrates doivent dégager. Et nous, on est dans l'Europe. On est l'Europe. On n'a pas à avoir peur d'eux. C'est pour ça que je n'aime pas l'idée de fuite et que les Français la refusent. Parce que les Français savent très bien qu'on est au cœur de l'Europe. On n'est pas l'Angleterre, on ne sera jamais une île. Donc, moi, je pense qu'on doit dire clairement ce qu'on fera, ce que j'ai toujours essayé de faire. C'est vrai que mon score n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Mais il ne faut jamais désespérer dans la vie. Je crois qu'il faut un programme d'indépendance nationale et dire, l'Europe, on n'est pas contre l'Europe. Les Français veulent l'Europe. Mais surtout pas ce coup d'État fédéraliste qui est en train de faire M. Macron, Madame von der Leyen et les médias. La transformation de l'Europe en État. Voilà, et les médias du système. Excusez-moi. On va en parler. Parce qu'il y a un problème d'oligarchie quand même dans le pays. Bien sûr, on va continuer d'en parler à la fois de l'oligarchie du clan. Le problème, il est surtout médiatique entre nous. Et aussi des médias, bien sûr, dans un instant. On continue cet entretien dans un instant après cette courte pause et vous aurez la parole au 0826 300 300 comme d'habitude. À tout de suite sur Sud Radio. Vous avez la dernière pendant qu'on est Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Alexis Poulain. Et nous retrouvons notre invité Nicolas Dupont-Aignan pour réagir à cette loi immigration. Alors, psychodrame à l'Assemblée, démission d'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais qui démissionne parce que il ne veut pas se voir associer un texte qui est une victoire idéologique du Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon parle d'une écœurante victoire et d'un nouvel axe politique qui se met en place. Gérald Darmanin parle d'un texte fort et ferme, sans les voix du RN, ce qui est faux. Et puis, Éric Ciotti parle d'une victoire historique pour la droite. Est-ce que vous pensez que chacun est dans son rôle finalement et que ce texte a permis à chacun de dire allez, on se met tous ensemble et on met au tapis la Macronie? Dans un certain sens, oui. Mais et la France dans tout ça? Qu'est-ce qui va changer? Quasiment rien. Et puis pendant ce temps-là aussi, donc je vous l'ai dit déjà, il faut une autre politique migratoire, reprendre notre souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir du peuple sur les juges. Et puis aussi, il faut quand même parler, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de la crise sociale et économique qui est devant nous, de la misère qui s'accroît, le taux de pauvreté a explosé dans notre pays, de la crise du logement. Et je ne vous dis pas que j'ai des remèdes miracles sur tout, mais quand même, par exemple, la crise du logement, parce que je suis toujours élu municipal dans ma ville ailleurs, en Essonne. Et quand je vois à quel point Emmanuel Macron et Bercy ont saccagé le secteur du logement, il y a 150 000 emplois en péril. Comment ils sont en train de détruire la propriété individuelle modeste, alors que tout devrait être fait pour l'accession sociale à la propriété. Fin du prêt au zéro pour les pavillons. Avoir sa petite maison à la campagne, on n'a plus le droit. Tout concentré dans des métropoles, invivables, chères. Interdire de construire dans nos campagnes. Quand Emmanuel Vargon était ministre, elle disait que la maison individuelle était une aberration écologique. Oui, mais elle vivait dans un très beau pavillon à Saint-Maur. Mais c'était une aberration écologique. Oui, sauf pour elle. Bref, si vous voulez, tout ça est aberrant. En fait, il y a un prétexte écologique. Il faut de l'écologie. Moi, je suis pour la protection de l'environnement, mais intelligente. Il y a un prétexte écologique pour casser l'âme du pays et les souhaits des Français.
On a des villages de France merveilleux, on a des petites villes, il faut les redynamiser. Il faut un plan de logement. Il ne faut pas tout concentrer dans 13 métropoles. C'est absurde. Il faut relancer la construction. Il faut baisser les taux d'intérêt. Il y a des solutions. C'est pas vrai. Ils ont réduit de 10 milliards les crédits logements. Et à la fin, ils ont perdu d'ailleurs des taxes. 150 000 emplois perdus dans la construction. Oui, parce que tout ça, c'est pourquoi ? Un problème de logement terrible pour les grandes métropoles, où c'est impossible de se loger, où le prix n'est plus en adéquation avec les salaires. Les gens ne peuvent plus acheter. Ils veulent louer, mais comme il y a plus de demandes que d'offres, les prix explosent. Dernier point, ils vont quand même... Je ne sais pas si vous réalisez la folie qui consiste en 2025 à 2027 à interdire de location 5 millions de logements. Oui, pour les passoires thermiques. Soi-disant passoires thermiques. Ouais. Qui sont les propriétaires ? Ils vont revenir dessus, c'est pas possible. Mais non, ils vont le faire, ils sont dingues. Quels sont les propriétaires ? Ce sont souvent des gens qui se sont endettés, c'est leur premier logement. Je vois dans ma ville, j'ai une résidence... Je peux la citer, Gambetta, ce sont des gens qui, à la force du poignet, à partir de leurs économies, ont acheté un petit logement. Eh bien, leur petit logement, à cause de cette norme, qui est tout à fait vivable, simplement, il n'a pas la fenêtre dernier cri. Ils consomment un peu plus d'énergie, mais ils mettent un peu moins de chauffage, mais ils ont leur logement, ils sont propriétaires. Ils n'auront pas de loyer à payer après. Eh bien, la valeur baisse, puisqu'il est mal classé. Oui, ils ne pourront plus le louer. Une petite retraitée qui a économisé toute sa vie ne va pas pouvoir louer son logement. Mais vous vous rendez compte de la folie sociale ? Ces gens ont un mépris de classe impressionnant. Et au prétexte de l'écologie, elle a bon dos, la planète. Je peux vous dire qu'elle a bon dos. Parce qu'au même moment, la Chine, l'Allemagne, la Pologne font marcher leurs centrales à charbon, ça pollue des masses. Et on importe des produits de chez eux. Et nous, on nous interdit de rouler, on nous interdit d'avoir un petit logement. Bien sûr qu'il faudra les isoler, ces logements. Mais si vous arrivez à vous en sortir de ma prime rénov, qui a un maquis incroyable qui marche pas... C'est compliqué, oui. Voilà, il faut de l'écologie, mais il faudra y aller à notre pas, en gardant la vision sociale. Il n'y a plus de vision sociale aujourd'hui. Est-ce que finalement, cette mise en scène autour de la loi immigration, qui va rien changer dans les faits, soyons clairs, très peu de choses, c'est pas une façon de maquiller ce qui se passe réellement, une loi Potemkin pour cacher l'inflation, l'augmentation des taxes, l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation d'à peu près tout, la difficulté qu'ont les Français de se loger, comme vous le dites, de se chauffer, pour certains de se nourrir, l'explosion des restaurants et des banques alimentaires, les Restos du Cœur qui appelaient à l'aide il y a de ça quelques mois. Est-ce que c'est pas pour Emmanuel Macron un effet d'aubaine de dire finalement on a un vrai gros sujet politique, ne parlons pas du reste, on verra ça en 2024, mais pour le moment on parle d'autre chose. Vous, journalistes, globalement, mais attention, tous ne sont pas pareils, mais je pense qu'il y a une énorme responsabilité qui est liée à quoi ? Le monosujet. Si vous réfléchissez, pendant la campagne présidentielle, l'Ukraine, on n'avait plus le droit de parler, on ne parlait que d'Ukraine. Et on a vu ce que ça a donné, d'ailleurs, entre nous, mes positions qui ont été tellement critiquées, j'avais pas complètement tort. Mais avant, il y avait eu le Covid, pendant les municipales. Et puis après l'Ukraine, on a eu le drame du 7 octobre. Là, on n'a pu parler que du 7 octobre. Et puis, la loi immigration. Et pendant ce temps-là, je dis pas qu'il faut pas parler de ces sujets. Bien sûr, le drame du 7 octobre, faut en parler. Et puis, on pourrait parler aussi du drame de Gaza. Et ça, on en parle moins. Bref. Mais je ne comprends pas pourquoi les journaux télévisés ne parlent pas de ça, mais ils parlent aussi d'autre chose. La vie continue. La crise du logement, il y a des mesures à prendre qu'on peut prendre. L'inflation alimentaire, il y a des mesures à prendre, on peut les prendre. Pourquoi on les prend pas ? Parce qu'on n'en parle jamais, donc on cache la poussière. Ah si, il y a eu les trimestres anti-inflation qui sont un fiasco total. C'est passé à la trappe inaperçu, mais on apprend dans le même temps que Bruno Le Maire vise Matignon en cas de possible remaniement. Donc on est quand même... Enfin, moi, la baisse de la TVA que je propose sur les 20 produits de première nécessité, par exemple les couches culottes, des choses comme ça, qui sont à des taux de TVA importants, ferait baisser sur 100 € d'au moins 10 € le panier de la ménagère. Ouais. Ça, c'est concret. Pourquoi on ne prend pas des mesures qui sont possibles ? Pourquoi on ne fait pas des économies là où il y a des gaspillages ? J'ai écrit un livre où va le pognon. On peut redéployer de l'argent. Ouais. Parce que, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que, en fait, avec ces monosujets très anxiogènes pour nos concitoyens, les gens se disent, tout est foutu, finalement il fait ce qu'il peut, rien n'est possible, et chacun se recroqueville dans sa coquille. Or, il y a des solutions. Tout n'est pas foutu.
Mais c'est extrêmement difficile pour nous, hommes politiques, qui avons des solutions à proposer, de les proposer parce qu'on n'est pas invité. Je suis invité, tiens, vous voulez que je vous fasse rire? Heureusement qu'il y a Sud Radio, qu'il y a CNews, qu'il y a quelques radios qui suivent et qui m'invitent au poids politique, 1%, 2%, 3%. Mais moi, je suis France Inter, pas une minute d'antenne en 3 mois, et ils m'invitent à 6h20 avant le 31 décembre. RTL, pareil. 6h20 du matin. Oui, 6h20 du matin. Alors, moi, je viendrai pas parce que je vois pas pourquoi. Tous les autres hommes politiques sont invités à 7h50, 8h20 quand il y a des auditeurs. Moi, je suis ravi que les insomniaques me suivent et heureusement ils me connaissent parce que les chaînes d'infos me font passer la nuit pour remplir les quotas. C'est ça, oui. C'est le cas d'autres partis qui ont à peu près le même traitement. Si on peut appeler un petit verre d'eau, j'ai un verre d'eau. Mais vous étranglez du traitement médiatique. Mais non, mais écoutez, pourquoi on ne les invite pas? Parce que peut-être qu'on raisonne différemment, qu'on a des solutions à apporter, pas des grandes déclarations. On va parler. On enferme, juste un point, Alexis Poulain, on enferme les Français dans le jeu Mélenchon, Macron, Le Pen, Ciotti. Mais il y a plein de... Même un Ruffin, par exemple. Je suis pas d'accord avec lui sur tout, mais honnêtement, Ruffin est quelqu'un qui est pas de mon bord politique, mais qui a des idées. On l'entend très peu. Très peu aussi. Vous avez des gens aux Républicains qui ont des idées. Vous avez même des gens au Rassemblement National qu'on entend peu, qui ont des idées. Pourquoi on les entend jamais? Chez Lyot, il y a des gens bien. Pourquoi on entend toujours des marques de yaourt emblématiques et polémiques? Parce que ça fait de l'audience, soi-disant, à court terme, mais ça dégoûte les Français de tout le jeu politique. Moi, je crois qu'il y a un jeu politico-médiatique qui existe, qui est vrai. Enfin, faut voir comment aujourd'hui Édouard Philippe est poussé sur le devant de la scène alors qu'il n'est que maire du Havre et président d'un parti. Il faut voir le bilan quand même. Excusez-moi. Avec un bilan, voilà. Il a enfermé tous les Français pendant 6 mois. C'est encore autre chose. Mais là, on a Emmanuel Macron, président de la République, qui choisit l'émission C'est à vous pour prendre la parole ce soir à 19h. On apprend que l'émission sera enregistrée à 15h à l'Élysée. Donc, il ne se rend même pas dans les studios, c'est même pas en direct. Tout ça pour expliquer le fiasco, son fiasco personnel de la migration qui est en train de faire exploser son parti. C'est quand même formidable. C'est intéressant d'ailleurs ça. Ça montre le dessous des cartes pour nos auditeurs. C'est à vous, elle est produite par Monsieur Niel. Monsieur Niel qui est un oligarque, macroniste, marié à la fille de Monsieur Arnaud, d'après ce que je sais. En gros. Bon, voilà, donc tout ce petit monde est ensemble. Et cette émission, c'est l'émission qui m'a interdit. Je suis interdit de cette émission depuis que je suis rentré dans l'art de Monsieur Cohen. Un jour, j'étais énervé pendant les européennes de 2019, donc ça vous donne l'émission. C'est une émission de macronistes qui sont ensemble. Et alors pourquoi il a fait? Moi, j'ai réfléchi à ça. Parce qu'en fait, il y a panique à bord. Il voit son électorat partir à volo, dans le en même temps, perdu. Donc, en fait, il va faire le pompier de son propre électorat. C'est ça. Voilà. Mais les Français, il n'en a rien à faire. En fait, il essaye de maintenir ces 20% qui le soutiennent. C'est la perdition. Parce qu'on rassemblera un pays par le référendum, par 80% des Français. Si on pouvait faire par référendum... C'est pareil, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Vous qui êtes de la tradition gaulliste, c'est quand même impressionnant de voir comment le référendum est un gros mot dans la... Mais vous avez des articles dans Le Monde. Il y a eu un article récemment extraordinaire dans Le Monde, double page, pour nous expliquer que le référendum, c'est pas la démocratie. Formidable. C'est formidable. Donc, Le Monde qui appartient à Xavier Niel également. Oui, aussi. On peut redresser le pays si on s'appuie sur les Français. Et on ne s'appuiera sur les Français qu'en court-circuitant l'oligarchie médiatico-politique et judiciaire. Et on court-circuitera tout ce petit monde qui nous entraîne vers la mort du pays. Parce que c'est comme ça, si ces gens étaient brillants et qu'ils avaient des résultats, on pourrait dire, je suis pas d'accord, mais ils ont des bons résultats. Mais ils ont quand même de très mauvais résultats. Monsieur le maire nous disait qu'il allait ruiner l'économie russe. C'est l'économie française qui est ruinée. Non mais il faut que les Français sachent ce qui se passe. On a au sommet de l'État des gens qui spolient la France, qui détruisent le pays. Donc il faudra redresser le pays avec les Français par référendum. Mais il faut que les Français aillent voter pour ça. Parce que moi j'ai vu les scores là, les sondages, 42% seulement veulent voter aux européennes. Personne, enfin les européennes c'est jamais un scrutin qui rassemble. Oui, mais c'est gênant parce que si vous voulez, si les Français vont pas voter aux européennes, et c'est surtout du côté des gens qui défendent la souveraineté de la France que les gens vont plus voter. Mais est-ce que justement du côté du clan de la souveraineté, est-ce que les souverainistes vont enfin s'allier, faire liste commune pour ces européennes, pour qu'il y ait peut-être un électrochoc à ce moment-là? Je propose d'être dernier de liste. Comme ça, au moins, je ne pourrai pas dire que je prends la place. Voilà. Et on va essayer.
Ok, donc on va essayer. C'est en tractation. Moi, je vais vous dire, j'ai même lancé un appel à Jean Lassalle, qui n'a pas toujours voté comme moi sur l'Europe, faut être honnête, mais qui était quand même un résistant et qui est populaire. J'ai lancé un appel à Florian Philippot, j'ai lancé un appel aux uns et aux autres, pour qu'on essaye peut-être de faire une liste commune, qui serait la liste des résistants. On sera peut-être pas d'accord sur tout, dans les détails, mais sur l'essentiel. Redonner le pouvoir au peuple. Le RIC. Revoir les traités. Revoir les traités, référendum sur l'Union européenne, le RIC, référendum d'initiative citoyen. Et je pense que ça dépasse la gauche et la droite. Et je pense que là, il y a une question de salut public. Vous voyez, il y a eu des gouvernements de salut public à une époque. Il y a le feu, quoi. Alors, si les souverainistes sont pas capables de s'entendre, là, moi, j'abandonnerai jamais, mais je serai en colère. Donc, on va essayer. Enfin, ça ferait beaucoup appelez Jean Lassalle, dites-lui qu'il faut qu'il nous rejoigne. Parce que ce serait absurde, attendez. On peut pas avoir une liste Jean Lassalle, une liste Dupont-Aignan, une liste Philippot, une liste Asselineau, une liste je sais plus qui. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une union. Oui, rendez-vous en janvier. C'est en janvier alors, très bien. Le rendez-vous on a le temps, c'est en juin. On a le temps, vous savez, tout le monde s'en fiche des européennes pour l'instant. Pour l'instant, il faut déjà sauver le pays et puis on aura peut-être une dissolution avant. Peut-être, on verra. On va continuer d'en parler une destitution. avec vous, Nicolas Dupont-Aignan. On se retrouve dans un instant. Après cette courte pause, on rejoindra Julien qui nous appelle depuis Créteil. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Alexis Poulain. 13h46 sur Sud Radio, dernière ligne droite. Nous avons Julien qui nous appelle depuis Créteil, qui a une question pour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Julien. Oui, bonjour Nicolas Dupont-Aignan, bonjour Alexis Poulain. Débat très intéressant effectivement au vu de l'actualité. Mais moi je ne peux que vous rejoindre sur un certain nombre de points que vous évoquez, monsieur Dupont-Aignan. Mais il y a un moment donné, il faut avoir un peu de courage politique. Vous parliez d'union des droites, vous parliez de changer la matrice, changer le système. Et comment, alors que vous proposiez vous-même de vous allier au LR, à Reconquête, à RN, qui font partie intégrante du système. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue Madame Maréchal, Monsieur Bardella, Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, pardon, de Monsieur Macron? Rien. Ils veulent tous rester dans l'UE, dans l'euro, dans l'OTAN, dans Schengen, dans la CEDH. Tout ce qui nous bâillonne aujourd'hui, qui est en train de faire crever la France actuellement, eh bien, effectivement, on voit que ces personnages politiques ne changeront rien, comme Mélanie en Italie, comme Monsieur Kurz en Autriche, comme Monsieur Tsipras en Grèce. Donc, il y a un moment donné, Monsieur Dupont-Aignan, on peut pas être c'est comme une femme, elle est enceinte ou elle est pas enceinte. La France aujourd'hui, soit elle quitte l'Union européenne, il faut être très clair, et elle sort de tous ces traités, soit elle y reste. Mais on ne peut pas renégocier, puisque vous savez, Monsieur Dupont-Aignan, qu'il faut l'unanimité. Alors j'entends à chaque fois ces arguments disant on désobéira, mais derrière il y a des sanctions financières. Et puis ça continue en cascade. Donc il y a un moment donné, moi je veux bien vous suivre quand vous dites que les Français ne nous suivraient pas sur le Frexit. C'est pas ce qu'avait dit Macron à la BBC en 2018. Un journaliste lui avait posé la question, elle lui avait dit, et d'ailleurs on a beaucoup de mal à le retrouver aujourd'hui sur Internet. Ça a bien été effacé. Mais il y a un moment donné, il faut être cohérent. On peut pas être pour un entre-deux. Soit l'Europe des nations, ça ne peut pas fonctionner avec cette Europe technocratique. Et donc il peut pas y avoir d'entre-deux. C'est soit on sort, j'en termine là, mais soit on retrouve les manettes et on redevient un pays souverain et qui décide, soit on reste dans les mains de cette Europe complètement mafieuse. Mais l'entre-deux me semble totalement illusoire et excusez-moi, vraiment électoraliste. Une réponse, Nicolas Dupont-Aignan ? L'objectif, oui, être indépendant. Totalement d'accord. Il faut en finir avec cette Union européenne. Mais je maintiens que le meilleur moyen d'en finir avec l'Union européenne, c'est pas d'agiter le drapeau Frexit, qui fait que d'ailleurs vous ne serez jamais en responsabilité, et donc vous laisserez le pouvoir aux autres, c'est de convaincre les Français qu'on peut très bien en finir avec l'Union européenne, non pas en sortant nous, mais en sortant l'Union européenne. Et vous sous-estimez le poids de la France, parce que vous avez été habitué, je sais pas quel âge vous êtes jeune, vous avez été habitué depuis 20 ans à des gouvernements de nuls, de mous, mais la France, c'est pas un petit pays. La France qui arrive à Bruxelles et qui joue plus, elle fait exploser le système. Elle le fait exploser de l'intérieur. Et je maintiens que c'est la meilleure chose. Après, si on n'y arrive pas, c'est ce qu'a fait De Gaulle avec l'OTAN. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'a fait De Gaulle avec l'OTAN ? Il a d'abord écrit à l'OTAN en disant voilà, je change tout. Et puis au bout de 6 mois, il a vu qu'il n'y arrivait pas. Il est parti. Et j'ai toujours dit la même chose, je n'ai jamais changé d'avis, je suis très cohérent, monsieur. Je suis pas entre deux.
Je veux atteindre l'objectif. Et pour atteindre l'objectif, je vous le dis, restaurer l'indépendance de la France ne veut pas dire non plus ne plus avoir aucune relation européenne. Et il faut rassurer les Français là-dessus. Les Français ont besoin d'être rassurés. On peut retrouver notre indépendance et avoir une organisation intergouvernementale souple européenne sur des projets. Et le jour où les Français ont compris ça, nous serons majoritaires. Et donc, votre vision n'est pas incompatible avec la mienne. On a le même objectif, simplement ma démarche est différente. Moi, j'ai une démarche où je considère que la France, tapant du poing sur la table, bloquant tout, peut tout changer. Si ça ne marche pas, alors on s'en ira. Et de toute façon, je me suis toujours engagé sur un vote de sortie, si on n'y arrivait pas. C'était une phrase qu'avait Mélenchon, d'ailleurs, à la bonne époque de Mélenchon, quand il disait « on la change ou on la quitte ». C'est très simple. Mais vous ne convaincrez pas les Français de la quitter sans vouloir d'abord la changer. Donc, moi, je veux d'abord la changer, mais profondément, si on n'y arrive pas, et si on n'a pas de relais. Mais les choses ont évolué. Et attention au faux juridisme. Les choses ont évolué. Vous savez, l'Italie, pourquoi l'Italie n'y arrive pas? Madame Meloni a changé d'avis parce que l'Italie, on l'achète. Elle reçoit plus que ce qu'elle donne. Ouais, ce qui n'est pas le cas de la France. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Pourquoi Orban n'y arrive pas? Parce qu'il reçoit aussi. Nous finançons cette organisation le jour où vous avez un président de la République en France qui envoie balader ce système. Mais tout s'effondre. Donc vous n'avez pas besoin de sortir de quelque chose qui s'effondre. Vous le dynamitez de l'intérieur. Je vous assure, c'est le Bruxit, si vous voulez, que je veux faire. Mais soyons clairs aussi, moi je veux maintenir des coopérations. Parce que je pense qu'on n'est pas une île et qu'on aura besoin de coopération. D'ailleurs, même l'Angleterre a des coopérations avec l'Union européenne, qui ne sera plus l'Union européenne, donc il y aura des coopérations. Il ne faut pas faire peur aux Français. Le peuple français est un vieux peuple sage, qui ne veut pas partir à l'aventure. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et donc, moi, c'est pas de l'électoralisme. Respecter le suffrage universel, c'est pas de l'électoralisme. Non, je prends le peuple français tel qu'il est. Vous croyez entre nous que De Gaulle, si en 56 il avait dit je veux l'indépendance de l'Algérie, il serait revenu en 58 ? Excusez-moi de le parallèle. On remercie Julien de nous avoir appelé. On accueille Patrick qui nous appelle depuis Bègle, à côté de Bordeaux, en Gironde. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Monsieur Dupont-Aignan et bonjour Alexis Poulain. Bonjour Monsieur. Voilà, moi la question c'est je suis assez partisan de quitter carrément l'Union européenne, parce que quand on voit le bazar dans lequel on est, une bonne partie est due à cette Union européenne. Ma question est simplement par rapport à ce que proposait Monsieur Dupont-Aignan. Étant donné qu'on est dans l'euro, tant qu'on ne dirige pas notre monnaie, comment peut-on dire on arrête, on respecte ce qu'on veut ou pas, tant qu'on est dans l'euro, on est coincé, je pense. Non, parce qu'on est la France. Voilà. Et qu'on est au cœur du système et que le jour où la France dit stop, je vous assure, tout s'effondre. Donc je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. En revanche, où vous avez raison, c'est qu'il y a l'autre problème, qui est celui de l'euro, qui est une autre difficulté, et qu'il faudra démêler. Chaque chose en son temps. Souveraineté monétaire. Mais bien sûr, la monnaie est la clé de tout. Ouais. Mais je pense qu'il faut procéder par ordre. Première question fondamentale, c'est se retrouver son indépendance sur les frontières, les lois, primauté des lois, rétablissement des frontières nationales, fin du financement de l'Union européenne, suppression de la Commission, traité intergouvernemental. Première opération. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on passera à l'euro. Et de toute façon, l'euro, rassurez-vous, il va avoir tellement d'ennuis dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent que ça va se faire aussi naturellement. Mais moi, je ne vais pas vous dire, parce que je veux gouverner, sinon je n'aurais pas été candidat 3 fois à la présidentielle, je veux qu'on arrive à des résultats, et donc je pense qu'il faut qu'on montre aux Français qu'on fera les choses par ordre, et que la théorie du grand soir, elle nous fait plaisir, moi je serai le premier d'accord, hein, mais elle ne sera pas opérationnelle parce que nous n'aurons pas le pouvoir. Parce qu'il faut convaincre les Français, excusez-moi. Et moi, je veux les convaincre d'une solution réaliste, faisable. Les conduire à un chemin de réappropriation de la souveraineté. Et c'est un chemin tellement on a été colonisé. Donc, alors, vous pouvez estimer que je prends un chemin trop progressif. Moi, je pense qu'on reconquiert notre souveraineté par étapes.
parce que je ne crois pas au grand soir d'un coup. Alors peut-être qu'il viendra la sortie, si j'échoue, et si ça dure encore 20 ans, oui, sans doute, dans 20 ans, il y aura un moment où tout ça va tomber par terre. Et je m'en réjouirai. Mais ce sera peut-être trop tard, donc je préférerais qu'on ait un chemin de responsabilité. Voilà. Et voilà pourquoi aussi, je réponds à la question du prédécédent, parce que j'ai pas répondu totalement. Il me disait l'union des droites et tout. Ce que j'ai simplement dit, je suis désolé, j'ai choisi au second tour 2 fois. C'est qu'entre Le Pen et Macron, oui, je pense que Le Pen ferait quand même mieux. Très loin. Et qu'on n'aurait pas le danger du coup d'État européen de Madame von der Leyen. Parce que Marine Le Pen n'acceptera jamais l'État européen qui est en train de nous préparer Macron. Et que pourrait nous préparer d'autres. Voilà, donc c'est pas parce que j'ai choisi Le Pen plutôt que Macron que j'ai pas ma voix propre gaulliste de réappropriation et d'être beaucoup plus audacieux peut-être à terme sur l'indépendance de la France, oui, et sur une sorte de Frexit qui serait un Bruxit, parce qu'on ne sortira pas de quelque chose qui, si on n'y est plus, n'existe plus. Alors justement, je sais pas si je suis clair. J'ai pas l'impression, puisque les 2 auditeurs sont pas convaincus, mais en tout cas c'est ma position. Merci Patrick, et merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu. Mais la question, si on revient justement, puisqu'on parle du général de Gaulle, de la 5e, est-ce qu'on n'arrive pas aussi là, avec tous ces 49.3, cette commission mixte paritaire, cette minorité présidentielle permanente qui fait croire qu'elle aurait une majorité de vote, etc., à la fin, dans les faits, de la 5e République, du fait des réformes successives aussi. La fin de la fausse 5e République, du hold-up, parce que la 5e République, c'était le référendum. Et le général de Gaulle en a fait 5 en 10 ans et est parti sur un perdu. Voilà. Le général de Gaulle avait donné de grands pouvoirs au président pour sortir de la mélasse de l'Assemblée et du bazar des partis politiques, mais en échange, lui, il respectait le peuple. Voilà. Le problème, c'est qu'ils ont pris le pouvoir et ils ont fait un bras d'honneur au peuple. Voilà. Les partis en réalité, les partis qui se sont mis dans le jeu. Le régime des partis est devenu le régime du parti. D'une oligarchie, c'est terrible. Donc moi je suis assez d'accord. À une époque même, je voulais proposer aussi la 6e République. Puis après coup, j'ai eu peur que ça soit pas compris. Mais en fait, il faudrait revenir à la 5e originelle. Là, c'est un dévoiement. C'est tout. Et c'est un dévoiement de la 5e complet. C'est une prise de pouvoir par nous sommes dans un régime oligarchique. Et c'est pourquoi l'affaire du RIC. Il y a eu les Gilets jaunes, je les ai beaucoup soutenus. Bon. Le RIC est fondamental. Parce qu'il ne faut pas que le référendum soit octroyé par le pouvoir. Il faut qu'il soit pris par le peuple. Il faut qu'il soit pris par le peuple. C'est la question clé. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu à la question sur Sud Radio. Esteban. Alexis Poulain, on se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain. Et merci à Sud Radio d'exister pour sa liberté de parole. Merci aux auditeurs de nous avoir appelés. Merci à Maxime à la réalisation, à Emmanuel au standard et à Justine aux réseaux sociaux. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. C'est Céline Alonso. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.